Réseau Enfer s'administre une fois par semaine par voie auditive, à jeun, en transport ou en plein quart de travail. Préparé avec soin par notre infirmier Carl, chaque dose contient les ingrédients actifs suivants: des témoignages percutants, des diagnostics accablants et de l'espoir lucide. Réseau Enfer. Découvrez le vrai visage du réseau. Au ministère, ils ont enfin mis à jour le système informatique. Ils sont maintenant rendus en 2007. Bravo! Vous écoutez Réseau Enfer. Salut tout le monde, bienvenue dans Réseau Enfer, votre dose de lucidité brute sur notre bon vieux système de santé. Aujourd'hui, on observe le système de santé québécois survivre dans son habitat naturel. On plonge dans une jungle peu explorée, le secteur administratif du réseau de la santé. Un endroit où les dinosaures ne sont pas encore disparus. Ici, on se trouve dans un monde où le fax règne en maître. Dans une jungle de papiers et de formulaires incomplets, où les nombreuses procédures tombent comme une pluie de météorites. Bienvenue dans Jurassic Park. Non, je veux dire bienvenue dans le secteur administratif du réseau de la santé. Dans cet épisode de Réseau Enfer, on découvre les coulisses du réseau, côté paperasse, délai, gestion de crise. Spoiler, vous allez réaliser que le chaos n'est pas réservé qu'aux soins. Elle est agente administrative, elle est un rouage peu visible dans le réseau, mais pourtant elle voit tout et gère tout. Les demandes, les requêtes, les justifications, les doublons, les contradictions. Notre invité cumule 3 ans d'expérience, plusieurs postes dans plusieurs départements. Elle a monté les échelons rapidement grâce à son souci du détail et son ardeur au travail. Elle va nous parler de son quotidien, des problèmes qu'elle rencontre et de l'urgence d'apporter des changements. Un épisode coup de poing mais lucide. J'ai le plaisir de vous présenter Charlie. Bonjour Charlie, Salut! ça va bien? Oui. Comment a été ta dernière semaine de travail? Éreintante. Ah Éreintante. oui? Oui. Raconte-nous ça un peu. Beaucoup de petites frustrations, d'incompréhension entre collègues, mais rien d'inhabituel. OK. Est-ce qu'il y a des choses qu'on va revenir qui concernent notre épisode? Pas spécifiquement, là, Ah, bon. au fil des, au fil des discussions, on verra. OK. Fait que comme je l'ai mentionné, tu es agente administrative depuis 3 ans. Si tu nous parlais un peu de ton quotidien, c'est tes types de tâches, puis tout ça. Administratif, écoute, je suis beaucoup à l'ordinateur. On a encore beaucoup de papier aussi, sincèrement, dans le réseau de la santé, mais beaucoup d'ordinateurs, beaucoup dans les communications, téléphone, courriel, énormément de gestion de ça, là. Je suis vraiment du purement administratif, là, mon travail. Est-ce que tu dirais que c'est complexe? Ça dépend. Actuellement, ce que je fais est un peu plus complexe que d'autres postes que j'ai eu avant. Euh, mais oui, c'est sûr que c'est complexe dans le sens qu'il faut de la concentration, faut pas oublier certaines choses. Il y a beaucoup de mémoire là-dedans, euh, de situations à retenir, quelle procédure, etc. Quand on a des questions, c'est pas tout le temps facile d'avoir la réponse, faut aller fouiller. Puis des fois, on sait pas trop fouiller. Ah, ben là, cette version-là est pas tout à fait à jour. Demande à une personne à nous répondre d'autres choses que une autre personne. Fait que faut aller chercher son information quand on a une question. Ça fait perdre beaucoup de temps dans mon travail. Ça répond peut-être à ma prochaine question. Est-ce que ton poste vient avec un manuel d'instruction ou juste un post-it qui dit bonne chance? Sincèrement,
on avait beaucoup de... Il y en a qui disent... il y en a des procédures pour certaines choses. Par contre, entre la procédure puis qu'est-ce qui arrive dans la vraie vie, il arrive tout le temps des situations que tu penses que ça t'arrivera jamais, mais que finalement ça t'arrive, fait que là, faut que tu gères ça. Puis là, ben, c'est un peu stressant parce que t'es comme, ah, c'est la première fois que ça t'arrive. Tu sais, oui, t'as du soutien de tes collègues souvent, euh, mais des fois, oui, des fois c'est complexe, puis des fois, c'est le post-it qui, qui dit bonne chance que t'es comme, ok, ouais. Genre, c'est lourd un peu parfois, là. OK. Est-ce que si on faisait une liste des nuisances qui t'empêchent d'accomplir ta tâche adéquatement, ce serait quoi? Il y a beaucoup de optimisation des moyens de communication qui pourraient être faites, je crois, dans le réseau. Tu sais, il y a des cliniques qui utilisent les fax, il y a des cliniques que c'est au téléphone, il y a des employés qui sont rejoignables par téléphone, il y en a que... Tu sais, juste des fois, là, souvent, je suis en gestion du personnel, donc j'ai des corps de travail à combler. Ben, quand tu appelles de l'hôpital un employé pour combler un corps, tu sais, ils répondent pas tout le temps. Le téléphone, c'est pas tout le monde qui est super à l'aise avec ça. Si on pouvait juste avoir un, un système de texto, là, moi, ça me simplifierait tellement la vie. C'est tellement moins long qu'appeler quelqu'un, laisser un message à boîte vocale, attendre qu'il te rappelle. Là, des fois, tu es dans le télétravail, des fois, tu es à l'hôpital ou en tout cas sur place. Donc là, c'est pas totalement le numéro de rappel. C'est dur, ça amène une certaine complexité que ça s'est déjà parlé d'avoir un système, tu sais, ma gestionnaire a tout fait pour qu'on ait ça, puis non, ça s'est jamais fait, ça n'a jamais été implémenté, fait que c'est de la perte de temps d'appeler des employés. Des fois, on est obligé d'appeler des employés même si on sait bien qu'ils sont pas disponibles pour le travail parce qu'ils sont dans le système puis on n'a pas le choix de les appeler. Euh, il y a plein de petites pertes de temps comme ça qui fait que je fais 35 heures semaine, sauf que j'ai l'impression d'en faire 45. Puis que j'ai l'impression que si j'avais un rythme plus lent, euh, j'aurais peut-être beaucoup moins de performance, puis peut-être qu'il y aurait des gestionnaires, mon gestionnaire lèverait la main puis dirait comme hey, OK, ben cet employé-là, il réussit pas à maintenir la tâche de travail. Là. Si je m'imagine, Fait que tu es obligé de produire à 120%, mettons, pour compenser la mauvaise organisation. c'est ça. Je suis pas obligée, mais je le fais de bonté de cœur, sincèrement. Je le fais, puis, tu sais, oui, il y a des moments où je me dis, OK, là, prends ton gaz, respire. Il n'y a pas d'urgence, tu fais ce que tu peux, puis, tu sais, il y a des moments où il faut que je me remette en question, puis je fasse un certain lâcher prise. Mais oui, je me donne, tu sais, de bonté de cœur, sincèrement, parce que, tu sais, j'ai à cœur mon travail, puis l'impact que ça a sur, en bout de ligne, les patients, même si je suis loin des patients. Que je suis dans un bureau, à quelque part, dans l'hôpital, mais que je vois pas les patients au quotidien, je vois pas grand monde, je vois pas tant de collègues non plus, parce que je suis vraiment dans mon bureau, mais je sais que, ultimement, ça affecte le patient. Ben, pour revenir, il y a peut-être de l'espoir parce que moi, dans mon milieu, qui est dans un hôpital, on reçoit des textos et puis des courriels pour rentrer quand il y a des cas de libre. Fait qu'il y a peut-être de l'espoir, peut-être que ça Oui, s'en vient vers chez vous, oui. on ne sait pas. Ils Euh, uniformisent bien des choses, mais on dirait que les choses essentielles, c'est plus long à uniformiser, là. oui, puis dans les régions versus les plus grands 6, les plus grands, je pense qu'il y a une certaine disparité. Là, c'est sûr que ils nationalisent un peu avec, je sais pas si nationalise c'est le bon mot, là, mais avec Santé Québec, ils mettent tout ça ensemble, ils centralisent tout ça. Mais je pense que de 6 en 6, il y avait des disparités énormes pour certaines choses, là. Certains 6, même le directeur général de mon 6 en avait parlé que certains 6 avaient certaines forces qu'ils vont essayer d'exploiter avec Santé Québec, entre autres, puis que d'autres 6 avaient d'autres difficultés plus autres. Là. Ils essayaient de se balancer ça. Là. Ils parlaient de ça. OK. Puis sinon, qu'est-ce que j'avais en tête aussi quand je te posais une question sur les nuisances qui t'empêchent d'accomplir ta tâche? Euh, je parlais bon, tu m'as parlé des dossiers papier. Euh, je sais que quand on a fait une entrevue téléphonique ensemble, tu m'as parlé beaucoup aussi de formulaires multipliés, double saisie. Tu sais, explique-nous les procédures qui sont plus compliquées qui devraient être.
Sincèrement, les dossiers papier, c'est un de mes gros combats, combats intérieurs que je me dis, ça n'a aucun sens. Euh, Parce que, exemple, un patient est admis à l'urgence, bon, faut que les archives, faut demander le dossier aux archives. Après ça, les archives l'amènent, le dossier. Après ça, le médecin peut le consulter, tu sais, c'est papier. Sauf que l'accessibilité est pas là comme, tu sais, mettons, t'arrives en plein milieu de la nuit, ben il n'y a pas nécessairement quelqu'un aux archives. Fait que là, c'est une autre personne qu'il faut qu'il aille chercher le dossier sur les archives qui sont immenses, là, parce que, tu sais, il y en a beaucoup des patients, puis des dossiers papier, ça prend énormément de place. J'imagine. Puis ça peut être épais, tu sais, juste trouver une feuille dans un dossier papier, ça peut être extrêmement long. Perdre une feuille, c'est très facile aussi. L'acheter par erreur, peut-être? L'acheter par erreur aussi. J'ai un ami à moi qui travaille comme agent administratif qui, son poste d'été, il venait faire ça l'été, il était étudiant, ça ne consistait seulement qu'à épurer des dossiers. Ce qui est à dire jeter des feuilles qui sont plus ou moins pertinentes. Sauf que qui dit que ça c'est pertinent puis que ça sera pas dans 5 ans? Il y avait des normes quand même, mais tu sais, si tout était informatisé, on pourrait aller voir que là 5 ans, cette personne-là a une prise de sang, puis là, ah ben tu sais, ça c'était un petit peu élevé, cette valeur-là c'est un petit peu élevé. Ah ben ok, peut-être que ça l'explique que ça a commencé là, alors que si on a jeté la feuille, ben on le verra jamais, puis on le saura jamais. Le patient va peut-être le dire, mais tu sais, je veux dire, le patient il n'est pas expert de son dossier médical, puis c'est normal. Non, puis la personne qui fait le tri non plus. Non, c'est un agent administratif. Tu sais, c'est beaucoup de pression, là. La personne qui fait ça, elle se dit, OK, d'un coup que je jette quelque chose, puis on sait pas, là, c'est l'impact que ça va avoir, là. C'est une job que je trouve très spéciale, que ça existe. Je sais qu'il y a des projets en cours pour numériser tous les dossiers des patients, puis je sais que dans certains hôpitaux, ça doit être numérisé, puis ça doit être accessible, que le médecin peut écrire, ah, ben, tiens, regarde, je cherche une prise de sang, telle année, tu sais, un moteur de recherche, un petit quelque chose. Je suis sûre que ça existe, je suis sûre que c'est faisable. On est en 2025, là. La technologie, on est rendu là. Je vois pas pourquoi on est encore au papier. Commence à étirer la sauce un peu, je trouve, là. Tu me parles de 2025. On est en Oui. 2025. Puis moi, je regarde sur ma feuille, puis je vois le mot fax. Oui. Parle-moi des fax. Il avait dit, la CAQ, qu'elle allait enlever ça. Je sais pas en quelle année qu'ils ont dit ça, là. 2019, 2020, 2021, 2022. Ça, c'est pas fait. C'est... Sincèrement, je trouve ça désuet. T'sais, je trouve que c'est pas de notre génération. C'est pas de notre ère. Je trouve qu'il y a d'autres moyens à... Puis pour communiquer avec les patients aussi, c'est pas tout le monde qui a un fax. Non. C'est vraiment beaucoup les cliniques, les fax. Mais tu sais, est-ce qu'il y a d'autres moyens plus utiles puis plus fiables aussi? Parce que si ton fax passe pas, des fois, tu reçois pas tout le temps le message d'erreur. Ou si, mettons, ta collègue reçoit le message d'erreur parce qu'elle est rentrée juste après toi, ben là, elle retrouve pas le papier qu'il faut qu'elle refaxe. Elle ne refaxe pas. Ah, ben le même patient qu'il fallait qu'il y ait un examen ou un suivi chez un spécialiste, ah, il est passé entre deux cracks. Ça, c'est perdu. Ça s'est perdu. Il y a beaucoup de situations. J'en ai vu beaucoup des situations de patients qui passent entre deux. Ah, ben, tu sais, j'étais censée avoir une consultation avec, je sais pas moi, l'orthopédiste. Mais ils disent qu'ils n'ont jamais rien reçu. Juste ça, puis là, c'est nous qu'il faut qu'ils aillent chercher, puis faire comme, OK, bon, ben, regarde, on va essayer on va faire revenir le dossier des archives. On va regarder dedans, on va s'impliquer, puis tu sais, pendant ce temps-là, on n'accueille pas des patients, on fait pas d'autre chose. Ben, ça vous ralentit dans votre job. Effectivement. Puis ça a un impact sur le patient. Oui, parce que nous, on n'est pas, tu sais, pendant ce temps-là, notre énergie n'est pas ailleurs, elle n'est pas dans l'accueil du patient, elle n'est pas dans d'autres choses. Puis il faut pas oublier que parfois, pour les patients, c'est urgent. Souvent, tu sais, c'est ça. J'étais dans le domaine de l'urgence, fait que justement, c'était important, puis on avait beaucoup de pression de pas oublier d'envoyer nos choses, puis nos trucs, puis ça fait que des fois, tu pars du travail, puis ça te trotte encore dans la tête, t'es quand hey, j'ai bien tout envoyé, hey, t'as-tu peu lui, ok, ouais, ok, oui. Puis tu sais, on est agent administratif, là, on n'est pas infirmier, on n'est pas responsable du bien-être du patient, tu sais, on devrait pas avoir cette grosse pression-là, là, non plus, là. Faut pas s'en mettre non plus, là, ça c'est aussi du lâcher prise à faire de notre côté, mais
veux pas, c'est un peu la tâche qui est Ben pas facile. ça c'est peut-être toi dans ton perfectionnisme, Oui, peut-être, là, dans le que tempérament tu veux compenser toutes les défaillances du système Effectivement, parce qu'ils effectivement. sont chanceux de t'avoir. Probablement, oui, effectivement. Puis maintenant, la question qui tue, ben, au niveau des logiciels, est-ce qu'on est bien équipé? Windows 97, Windows XP, ça ressemble-tu à ça encore? Ça va. Moi, sincèrement, au niveau de l'informatique, j'ai pas trop à me plaindre. Euh, pour les logiciels que j'ai dans mon 6. Mais je sais que d'autres 6, c'est d'autres logiciels. Fait que si je change de 6, je recommence à zéro. Là. Ça va être difficile de réapprendre tout des C'est nouveaux pas logiciels. uniformisé. Non, OK. loin de là. Loin, loin, loin. On est très, très loin de l'uniformisation. J'ai une situation qui m'arrivait souvent à l'urgence que je voudrais partager. Souvent, tu sais, on a des immigrants qui arrivent ou des réfugiés, peu importe, qui n'ont pas de carte d'assurance maladie ou qui n'ont pas reçu encore leur carte d'assurance maladie. Dans ces cas-là, on a beaucoup, beaucoup de paperasse à faire. Ça vient compliqué, ça vient mêlant. Entre comme, OK, bon, ben, un petit peu, la personne est-tu réfugiée? OK, elle a tel certificat avec elle. Des fois, ils n'ont pas avec eux autres. Des fois, une situation d'urgence, c'est une situation d'urgence. Ils n'ont pas tous les papiers avec eux. Bon, la communication n'est pas tout le temps idéale. Moi, j'avais la chance de parler anglais, mais mes autres collègues, non, malheureusement. Fait que ça l'enlève encore, ça rajoute encore une petite couche de complexité à la situation. Puis, à l'urgence, j'ai des médecins plus que d'autres qui étaient comme ah ben tu sais si je prends ce patient-là en charge, je m'attends que ça se peut que je me fasse pas payer parce que la personne, tu sais, est-ce qu'elle a les moyens de payer en sortant de l'urgence le 1400 de base que ça coûte sans aucun examen? Souvent, la réponse est non. Souvent, la réponse est non. Puis moi, en tant qu'agente administrative, je suis qui pour rappeler le patient après que sa consultation, dire le patient, le médecin, mettons, il dit reste en salle d'attente, l'agente va t'appeler. J'appelle le patient. Je dis est-ce que, tu sais, vous avez les moyens de payer, est-ce que vous pouvez payer une partie de la facture ou, tu sais, etc. Puis là, tu sais, j'ai mon terminal, puis je suis comme vraiment malaisée de cette situation parce que comme je peux pas forcer personne à payer quelqu'un qui a pas d'argent. C'est très malaisant. Ça me met dans une situation vraiment inconfortable. Puis souvent, ce qu'on faisait des fois, c'est comme, tu sais, on y allait vraiment au minimum, puis on était comme, ben, tu sais, la comptabilité va vous contacter au pire par après. Fait que, tu sais, au moins, on avait une porte de sortie, mais sincèrement, c'était quand même malaisant parce qu'on avait quand même une obligation de faire venir le patient demander comme, hey, tu sais, est-ce que vous pouvez mettre au moins un acompte ou quelque chose, genre, parce que, tu sais, c'est pas gratuit les frais, vu que vous n'avez pas de carte d'assurance maladie, etc. C'était quand même vraiment une job ardue. Oui, puis leur réaction ne devait pas être toujours positive non plus. Ça va, sincèrement. J'ai eu beaucoup plus d'incompréhension de pourquoi, tu sais, c'est comme ça. Puis, tu sais, la valeur de l'argent, c'est pas la même dans tous les pays. Donc, tu sais, 1400, nous, c'est concret pour nous, mais eux, ça peut être énorme comme ils réalisent peut-être pas non plus, là. C'est beaucoup plus d'incompréhension puis du manque de communication, là, que les services d'interprètes, on n'a jamais eu, là. On est censé avoir une banque d'interprètes, mais moi, sincèrement, j'ai jamais été. On a tout le temps été sur le terrain de comme, ah, ben, tu sais, toi, t'es allé à Cuba plusieurs fois, tu parles un peu espagnol, ben, comme, tu sais, on va faire venir cette personne-là pour, comme, traduire un minimum pour essayer de comprendre la personne parce que c'est une situation d'urgence. Mais. Parce que souvent, c'était des situations d'urgence, fait que Ouais, le temps de c'est ça. faire venir l'interprète. C'est ça. C'est pas accessible, là, mais pas du tout, là. Puis dans tout ce qu'on a nommé, j'imagine que ça doit être quand même frustrant pour les agents administratifs parce que votre tâche est complexifiée par une méthode, un fonctionnement que les dirigeants ont choisi, mais qui est clairement inadapté ou dysfonctionnel. Fait que comment tes collègues et toi, vous vivez ça? Est-ce que la frustration, est-ce que le climat de travail est tendu? Ça dépend. C'est sûr qu'en étant tous dans le même bateau, dans certains sens, ça fait une belle relation entre collègues, veux pas. Parce qu'on a toutes les mêmes frustrations, les mêmes questions. Souvent, on est comme, OK, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi telle procédure est écrite comme ça?
Puis, OK, mais là, selon tu sais, il y a la procédure, puis là, la personne du syndicat, elle vient se mêler dans nos pattes, puis elle vient nous dire d'autres choses. Fait que là, on est comme un petit peu, il faut vérifier, puis faire nos vérifications par nous-mêmes, puis de ce que je parlais au début, quand t'as une question, tu cherches une réponse, tu peux chercher longtemps. Puis tu peux avoir plusieurs réponses différentes. Puis tu peux avoir plusieurs réponses différentes. Puis des fois, il faut que ça remonte. Il faut que ma gestionnaire demande à sa gestionnaire comment qu'on fait telle situation ou telle chose. Puis là, il y a le fameux téléphone arabe. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Oh, oui, 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 oui. Oui, j'ai pas rien en particulier tu sais, j'ai pas d'anecdote qui me vient sur le moment, mais c'est sûr que entre la gestionnaire, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a écrit à l'autre, ou qu'est-ce qu'elle y a parlé au téléphone, qu'est-ce que l'autre a retenu, après ça, qu'est-ce que moi je reçois, qu'est-ce que je retiens de, tu sais, toute l'interprétation du message téléphone arabe, exactement, c'est exactement la bonne appellation pour ce qui peut arriver dans les nombreuses communications. OK. Je vais t'amener ailleurs un petit peu. On va parler de main-d'œuvre. Récemment, dans un affichage de 24 postes par Santé Québec, il y avait une seule infirmière. Mais il y avait un spécialiste en procédés administratifs. Il y avait un conseiller aux politiques de non-participation médicale. Non, je ne sais pas ce que ça mange en hiver. Il y a aussi 2 directeurs, un avocat. Il manque juste 2 hébergines puis une voyante, puis on peut faire une bonne salade. Bon, j'exagère, là, mais mon point, c'est que 95% de la job qui est offerte par Santé Québec actuellement, c'est administratif. Mais 5% seulement touche les soins. Il y a un déséquilibre cosmique, mais en même temps, j'ai pas l'impression que ça touche tes collègues et toi. Tu sais, il embauche des hauts dirigeants, mais est-ce que vous auriez besoin, vous, sur le plancher des vaches, avec les agents administratifs, de plus de main-d'œuvre? On a vécu un gel d'embauche, donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de postes d'agents administratifs dans mon coin qui sont vacants. C'est sûr que le gel d'embauche ne nous a pas aidés, mais tu sais, que voir qu'ils ils embauchent plein d'autres personnes, agents procédés administratifs ou je ne sais quoi. Je vais te relire ça. C'était un... Bon, il y avait un spécialiste en procédés administratifs. Oui. Je pense qu'il fait pas très bien son travail, celui qui est là actuellement. Et un conseiller aux politiques de non-participation médicale. J'ai aucune idée c'est quoi. Ça doit être dans l'administratif. C'est sûr que Santé Québec, je les comprends dans le sens qu'il y a beaucoup d'administratifs parce que justement, on est loin de l'uniformisation, puis il y a un gros travail à faire. Par contre, tu sais, là, pourquoi ils ont affiché juste 24 postes d'infirmiers Un poste d'infirmier sur 24. sur 24? Écoute, c'est des incompréhensions. Non, non, c'est juste, je voulais t'amener à savoir si vous aviez besoin sur le terrain, vous, les agents administratifs. Puis tu m'as répondu oui. Il vous en manquerait, dans le fond, parce que, tu sais, vous avez beaucoup de tâches, vous êtes en surcharge de travail. Oui, c'est sûr que de l'aide, ça pourrait vraiment aider. Dans notre équipe, on avait quelqu'un qui était en retraite progressive qui n'était pas remplacé. On était comme, il a fallu se battre pour comme qu'il nous la remplace parce que comme une personne qui est pas là 3 jours par semaine, ça fait mal. C'est comme, on peut pas s'attendre à ce qu'elle fasse la job de quelqu'un qui est 5 jours semaine. Ben, on dirait que les gestionnaires s'attendent à ça. Parfois oui, parfois non. Ça dépend des gestionnaires. C'est vraiment beaucoup de cas par cas, les gestionnaires. Je suis quand même contre blâmer les gestionnaires, mais parce que c'est vraiment du cas par cas. Il y a vraiment des gestionnaires que, oui, ils vont attendre vraiment plus d'un employé. Mais il y en a d'autres que, tu sais, ils vont être très... moi, je suis chanceuse, j'ai une très bonne gestionnaire qui a à cœur le bien-être de ses employés, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça, malheureusement. En effet. Je sais pas si tu suis un petit peu la politique. Oui, Tantôt, tu m'as mentionné la CAQ hors d'onde, là, fait que je pensais que oui. Mais tu sais sur quoi la CAQ a fait campagne côté santé aux dernières élections? Devenir un employeur de choix. ouais. On ne nommera pas, là, mais est-ce que ton employeur est un employeur de choix? Je le recommande à personne, sincèrement. Quand quelqu'un me demande « Ah, ouais, tu travailles à l'hôpital? » Je suis comme « Ouais. » Je te dis pas de faire les mêmes choix que j'ai faits, mais il y a une raison pourquoi j'ai fait ces choix-là. Tu sais, j'ai été dans une... Sincèrement, c'est vraiment désolant que je dise ça, mais j'étais dans une position vraiment fragile quand je suis rentrée dans le 6.
Puis ça m'a comme un peu sauvée tu sais, d'être sans emploi ou d'être obligée de comme retourner à l'école alors que j'ai pas nécessairement les moyens. Ça a été comme un peu ma porte de sortie. Puis un coup que tu embarqué dedans, ben c'est dur de comme se dire: «Hey, tu sais, je vais complètement changer, je vais perdre mon ancienneté» que tu sais, écoute, de l'ancienneté dans le réseau, c'est comme de l'or, là, c'est quasiment mieux que ta paie, on dirait, là. Des fois, pour avoir des postes ou des trucs comme ça, heu, si j'avais pas été dans une situation aussi vulnérable, je suis pas sûre que j'aurais rentré au 6. Hem, Tu sais, oui, il y a les conditions de: «Ah, j'ai un bon fonds de retraite, j'ai un bon truc comme ça», sauf que moi, concrètement, moi qui est dans le début de la vingtaine, c'est pas le fonds de pension qui me fait rêver tant que ça. S Tu sais, surtout avec toutes les situations actuelles dans le monde, je me demande: «Bon, OK, dans 50 ans, ça va avoir l'air de quoi?» Je sais pas. Je sais pas, je peux pas me projeter aussi loin. C'est dur de se projeter aussi loin puis de se dire: «Ah ben, tu sais, regarde, il y a 10% de ma paie qui s'en va là-dessus». C'est 10% que, tu sais, je peux pas mettre en épargne, que je peux pas, de mon côté, avoir de la liquidité pour faire des projets ou des trucs comme ça, alors que c'est quand que c'est jeune que ça peut être le fun de voyager, de faire des trucs comme ça. Mais tu sais, exemple de ma paie, puis je suppose que c'est pareil pour à peu près tout le monde aussi, il y a 40% de mon salaire qui s'en va dans les impôts, les déductions, tout ça. Fait que veux pas, même si je suis payée à tant de l'heure, ce que j'ai dans mes poches, c'est comme le salaire minimum. C'est dur de vivre sur un salaire minimum, surtout quand t'as quelqu'un avec toi qui est au salaire minimum aussi, là, Oui, tu puis sais. on est dans un contexte d'inflation. Fait que c'est certain qu'avant de Oui. changer d'emploi de nos jours, il faut y réfléchir comme il Oh faut. oui, oui, Mais oui. est-ce qu'il y a tes collègues qui l'ont fait, qui ont quitté parce qu'ils n'en pouvaient plus ou parce qu'ils ont eu une meilleure opportunité ou parce que... Oui. Oui, j'ai eu plusieurs. J'en ai pas connu tant que ça. Ouais, j'ai des collègues qui ont quitté, mais moi, j'y pense souvent, sincèrement. J'y pense semi-quotidiennement, on va dire. Les journées qui sont plus dures, j'y pense plus. Mais j'aime trop ce qui me fait rester, c'est le domaine médical. J'aime trop qu'est-ce qui est médical. J'aime trop l'impact que, même si je suis loin dans mon bureau, j'ai sur les patients au bout de tout le processus, que ça aide le patient. Le domaine médical me fait vraiment rester. Puis, tu sais, à part le privé en santé, je vois pas trop d'autres places où je me verrais. Puis, tu sais, le privé, ça peut être plus dur. Il y a moins d'emplois, mettons, que t'as moins de choix un peu que dans un grand 6. Puis là, éventuellement, avec Santé Québec, on va pouvoir se promener puis garder notre ancienneté. Fait que c'est un avantage que je vois à long terme. Mais il y a des journées où je me dis: OK, est-ce que le jeu en vaut la chandelle?» Je crois que c'est ça l'expression, si je me trompe. Les journées où tu restes, tu penses à l'environnement médical que tu aimes beaucoup. Oui. Les journées où tu penses quitter, à quoi tu penses? Niveau monétaire, d'avoir plus d'argent dans mes poches, souvent, c'est beaucoup ça, là, tu sais. Quand t'as des projets avec le prix des loyers des maisons aujourd'hui, c'est difficile de se dire: «Ah ben, Yann, j'ai juste ça dans mon compte», fait que j'essaie d'économiser là-dessus, mais faut en manger des ramen, des fois. Hmm. Ben d'accord. On n'a pas le choix. Des fois, Oui, on passe par là, puis c'est tout. On parlait de manque de personnel. oui, Euh, une des conséquences de ça, ça n'a pas le choix d'être parfois des bris de service, en oui. tout cas au niveau des soins infirmiers, c'est ça. C'est quoi les conséquences de manque de personnel, à part de te faire travailler plus, toi? Vu que je suis en gestion, ouais, quand je suis en gestion du personnel, ça me fait travailler plus. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le patient? Ben, inévitablement, c'est là que ça finit. C'est sûr que là, c'est ça. C'est des gens comme moi, comme ma collègue que je pense qui est une assistante chef, euh, qu'on essaie de compenser, de s'arranger pour que tout le monde, tu sais, même si, mettons, on a deux personnes qui sont pas là, bon, ben, normalement, ils sont 12. Fait que, bon, OK, on essaie que tout le monde prenne s- un peu son petit bout pour que le patient ne soit pas impacté. Mais c'est sûr qu'il y a plus de marge d'erreur quand que le monde est surchargé. Il y a plus de monde qui s'en va en maladie. Fait que ça fait rouler la roue du manque de personnel parce que quelqu'un qui est en maladie à remplacer à temps plein. Si tu n'as déjà pas de personnel pour tes postes vacants, tu n'en as pas plus pour remplacer ceux qui sont en maladie. Puis là, après, on a un cercle vicieux, Oui, c'est-à-dire que les gens quittent, ça cause une surcharge de travail, puis d'autres gens quittent à cause de la surcharge de travail, exactement. puis ça impacte le patient, tout ça, fait que c'est vraiment pas génial.
Bref, en gros, tu te sens pas valorisé tellement dans ton emploi, c'est-à-dire, on a parlé des finances, on parle, t'as pas l'air d'avoir de soutien, tu sais, ils te remplacent pas les gens qui quittent. Est-ce que tu aurais de quoi à dire là-dessus? C'est difficile, non, je me sens pas très soutenue. C'est sûr que j'ai la chance d'avoir une bonne gestionnaire, que, tu sais, s'il y a quelque chose, je vais y en parler. Par contre, même elle, il y a une limite à ce qu'elle peut faire, tu sais. Des fois, tu sais, j'ai attendu au mois de mai après des embauches, mais c'était long. Tu sais, si j'ai pas de personne pour mes corps de travail, moi, je peux pas tricoter, là. Il y a une limite à tricoter, là. Fait que si j'ai personne pour combler mes corps de travail, ben, on commence à être en bris de service. Ah, ben, il faut fermer telle partie, faut couper là-dedans un peu plus, tu sais, il y a des limites dans quoi qu'on peut couper, là, tu sais, sans que ça impacte le patient, là, tu sais. C'est inévitablement, ça sera jusqu'au patient. Puis quand vous avez des nouveaux employés, est-ce que ça vient vous aider? Sincèrement, c'est une loterie. Il y a vraiment des gens qui ont beaucoup de potentiel, puis d'autres que c'est plus difficile. Euh, Autant, ça peut avoir deux axes. Ça peut être le savoir-faire, qui est comme les tâches sont plus difficiles, ça peut être physiquement, psychologiquement. Ou, puis tu sais, c'est correct, là, c'est pas tout le monde qui est fait pour tel type d'emploi. Je veux dire, il y a des gens qui réalisent qu'ils sont pas à bonne place, puis ils s'en vont, puis c'est correct, c'est juste que nous, c'est une sorte de perte de temps parce que ça nous a pas aidé en bout de compte, au bout du compte, cette embauche-là. Il y a des gens ils pourraient avoir plus de formation, puis ils ont beaucoup de potentiel. Ils pourraient avoir plus de formation, puis aller plus loin, mais il n'y a pas personne qui va aller les pousser vers là, nécessairement. Autrement dit, il n'y a pas assez de suivi après l'embauche. Non, pas beaucoup. Euh, on a une période de probation. Par contre, malgré la période de probation, quand on a un employé qui est vraiment, on va dire, j'allais dire défectueux, mais c'est un humain. Dysfonctionnel? Dysfonctionnel, exactement. Merci. Quand on a un employé qui est vraiment dysfonctionnel, ça déséquilibre une équipe. Puis des fois, on n'a pas d'autres personnels pour le remplacer, fait qu'on a comme pas le choix de le garder pendant un certain moment. Le temps que le gestionnaire monte un dossier, c'est extrêmement long. Euh, Puis même le gestionnaire, quand il prend sa décision puis qu'il dit OK, non, ben écoute, cet employé-là, ça ne fonctionne pas, ça déséquilibre mon équipe, faut qu'il y ait des preuves concrètes, faut qu'il y ait énormément de choses pour prouver que l'employé ne fonctionne pas et puisse être mis dehors. C'est peut-être un peu la faute. Ouais, en tout cas, on peut peut-être blâmer un peu Ben, c'est la les, procédure. les procédures. Oui, c'est ça. C'est fait comme ça, là. Fait que là, on parle de plusieurs mois pour régler ce problème-là. Oui, oui. Plusieurs mois, quand un employé peut être vraiment dysfonctionnel, ça peut être des choses graves là, qui arrivent. Là. Écoute, des incidents de racisme, j'en ai vu. Du savoir. C'est ça, beaucoup de problèmes. Tu sais, je parlais de savoir-faire, mais versus ce savoir-être, qui peut être très difficile aussi. Tu sais, du racisme, du sexisme, plein de situations du genre. Ah ouais. Je suis vraiment surpris de voir que, comme les professionnels sur le terrain, nous, les infirmiers, là, les agents administratifs peuvent se trouver dans un univers de stress, de frustration, de confusion et de violence sous différentes formes. Semble-t-il que tu as des anecdotes à nous raconter à ce sujet? Oui, ben, sincèrement, travailler à l'urgence, ça m'en a appris un peu sur. Tu sais, c'est pas le fun, une personne à l'urgence, on le sait, on peut s'impatienter, mais tu sais, un patient qui crache dans le plexiglas, j'en ai vu quelques-uns. Ça m'est arrivé quelques reprises. Tu sais, oui, j'ai la sécurité pas loin. Heureusement, on a des procédures, etc., mais des patients qui nous crient dessus. Euh, des patients qui s'impatientent, puis c'est comme qui pensent que ça va les faire passer plus vite Qui d'un client. s'impatientent parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir accès, ou en tout cas, ils attendent trop longtemps pour avoir accès. Oui, Ouais. Encore une fois, le personnel paye pour un système défaillant. exactement. Tu sais, les patients orphelins, c'est beaucoup de trafic à l'urgence. C'est énormément de gens qui viennent juste pour un papier. Mais tu sais, ils sont cotés priorité 5. Fait qu'ils attendent longtemps. Ils peuvent attendre une journée juste pour voir le médecin pour qu'il signe un petit papier. C'est plate, là. C'est vraiment plate pour eux autres. Puis, tu sais,
Moi, il y a une sorte d'inégalité que moi, je suis chanceuse, j'ai un médecin de famille, mais je suis en bonne santé, je prends pas nécessairement beaucoup de médicaments, ça va bien. Mon grand-père, il a eu du cancer à peu près partout dans son corps, il y a pas de médecin de famille. J'ai une amie qui est transsexuelle, pas de médecin de famille, pas de suivi, juste un endocrinologue, puis comme il y a d'autres problèmes qui peuvent venir avec, tu sais, le côté psychologique, la dysphorie de genre, tout ce qui peut venir avec, pas de suivi par rapport à ça. T'es obligé d'aller dans une clinique euh, familiale, là, GMF, puis comme, tu sais, elle arrive devant comme un médecin inconnu, que comme, elle est pas tout à fait à l'aise encore, là, comme avec sa transidentité, fait que, tu sais, c'est comme d'aller voir la personne, faire comme, bon, ben, tu sais, ben, t'es obligé de, comme, dire que t'es trans, après ça, t'es comme, la personne, t'es comme, ah, tu sais, c'est pas tout le monde qui est tout le temps super ouvert, même les médecins, malheureusement. Fait que ça peut être vraiment complexe. C'est difficile pour mon ami qui vit cette situation-là. Puis je suis comme, hey, tu sais, moi, j'y laisserais mon médecin. Tu sais, si je pouvais, ça marcherait comme ça. C'est à eux que je donnerais un médecin de famille, à mon grand-père et à mon ami, non pas à moi, que tu sais, ça va bien, puis j'ai quasiment jamais rien besoin. Tu sais. Au pire, j'irai à l'urgence une fois de temps en temps, mais tu sais, c'est ça. C'est. Mais encore là, j'irais-tu à l'urgence pour des urgences? Non. Puis là, on revient à tout le problème du système dysfonctionnel. Ça revient tout le temps aux mêmes choses. J'ai parlé de transphobie. Malheureusement, ce que j'ai vu plus souvent encore que de la transphobie, c'est du racisme de la part de justement des employés du réseau. Euh, Par exemple, j'avais une collègue à l'accueil des patients, donc qui voit 80-100 patients par jour, que à chaque fois qu'une personne d'une autre nationalité rentrait, puis qu'elle savait qu'elle allait avoir à servir cette personne, elle dit ah non, pas encore un autre Christ d'immigré. Tu sais, vraiment des grosses phrases comme ça, des regards, des, des levages de yeux, des soupirs, mais multiples, là, tu sais. Elle enregistre le patient, elle lui demande son adresse, des trucs comme ça, tout le temps. Des soupirs, pas regarder dans les yeux. Fait que le patient le sentait. Puis, Ben oui, exactement. est-ce que des fois elle s'adressait directement à lui d'une façon pas appropriée aussi? Oui, oui, oui. Écoute, des patients qui ne parlaient pas français parce que, tu sais, mettons quelqu'un qui parle juste anglais, elle a déjà dit à un patient, j'ai été témoin de ça malheureusement, là, je sais pas pourquoi j'ai pas réagi, là, ça m'a juste tellement figé, tellement que c'était intense. Elle a déjà dit à un patient qui parle anglais, on parle français ici, on est au Québec. OK, d'accord, mais le patient qui parle juste anglais parce qu'il vient de on ne sait où, ça le mettra pas plus à parler en français si tu lui dis on parle juste français ici, on est au Québec. Ça Tu sais, m'étonnerait. ça m'étonnerait sincèrement qu'ils se mettent à parler français magiquement. Euh, Puis, ce collègue-là, il y a eu beaucoup de plaintes, d'interventions de ma part, de la part de d'autres collègues. Beaucoup de monde qui ont levé la main pour dire la situation. Malheureusement, je pense qu'il y a peut-être pas beaucoup de patients qui ont levé la main pour dire hey, tu sais, j'ai été discriminée, j'ai été. Trucs comme ça, parce que justement, leur situation sociale fait que. Malheureusement, souvent, ils connaissent pas qu'ils peuvent faire une plainte. Même, tu sais, mais nous, les Québécois, on a de la misère à savoir que ah, ben, tu sais, on peut faire une plainte si on a eu tel truc avec telle situation avec un membre du personnel du réseau de la santé. On a de la misère à savoir, à s'informer, puis à savoir ça, le processus de plainte, etc. Fait que pour une personne, Souvent, ils sont isolés socialement. oui, Puis en plus, nous-mêmes, on a de la difficulté à connaître les procédures de tout le système de santé, là. Fait qu'imagine quand c'est pas la culture à laquelle tu es habitué. c'est ça. Puis, tu sais, outre le système, je me dis, s'il y en a dans le réseau de santé, dans le réseau où on est censé traiter les patients sans aucune discrimination, peu importe qu'on est censé les soigner, peu importe leur orientation sexuelle, nationalité, etc. Tu sais, il y en a partout dans la société, ça veut dire. Là. Si ça se rend jusqu'au réseau où les médecins puis les partenaires, on a l'obligation légale de ne pas discriminer. Si nous, on discrimine, s'il y a certaines personnes qui discriminent dans le réseau, ben il y en a partout ailleurs. Fait que ces personnes-là, ils vivent ça quotidiennement. Tu me parlais que tes collègues sont intervenus, des supérieurs aussi, donc les dirigeants sont au courant, mais est-ce que ce problème a été pris au sérieux? Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises?
pas à ma connaissance concernant le racisme. Sincèrement, je n'ai jamais rien vu, aucune procédure, puis je me tiens assez informée au sein de mon établissement, mais je n'ai jamais vu rien concernant le racisme. Rien du tout. Puis là, on a parlé de beaucoup de problématiques. Euh, Concernant les autres problématiques, est-ce que tu as déjà vu des dirigeants, des cadres vous donner des réunions ou vous transmettre de la nouvelle information pour régler des problèmes que vous aviez? J'ai vu, il y a eu certaines procédures qui ont Est-ce sorti. que vous sentez qu'ils sont proactifs? C'est ça ma question. Ouais. Écoute, il y a des procédures qui ont sorti. Il y en a beaucoup, maltraitance des aînés. Ils ont été focusés là-dessus beaucoup pendant un certain moment. Il y a eu sensibilisation aux réalités autochtones suite à, comme on va dire, un incident qui a fait le média. Ça prend un incident médiatique Ça prend un parce que incident sinon il se médiatique. passe rien. Effectivement. Là, je vais dire que j'ai trouvé franchement proactif au niveau de la diversité sexuelle. Ils ont sorti des lignes directrices à suivre. Ils ont, comme on va dire, élu des représentants régionaux pour vérifier qu'il y ait comme quand même une certaine transition pour que les choses aient mieux, que les lignes directrices soient suivies au sein des établissements. J'ai hâte de voir dans combien de temps, de mois ou d'années que ça va avoir un impact direct sur ce que je vois au quotidien. Vraiment. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire, jusqu'où ça va descendre. Moi, je l'ai su parce que j'ai consulté les bulletins d'information. Est-ce que à tous les employés vont faire une certaine sensibilisation? Tu sais, par exemple, je vais prendre juste un exemple de toute la procédure que j'ai lue, qui est juste d'utiliser comme des termes neutres, de comme, tu sais, quand, mettons, tu t'es au triage ou, mettons, tu es un médecin, tu poses des questions, tu dis, bon, est-ce que vous avez des relations sexuelles? Non pas nécessairement, tu sais, assumer que la personne a une blonde ou assumer que la personne a un chum, juste parce que c'est le sexe opposé. Tu sais, des trucs comme ça, ou même affaire pour le genre. Mais là, je comprends que c'est pas encore en place. Vraiment pas du tout. OK. Vraiment pas du tout. Pas dans mon Je établissement. crois comprendre que tu es une personne assez optimiste. Est-ce que tu es optimiste de voir ça mis en place? Optimiste, mais disons que je sais que c'est du long terme puis que ça va prendre du temps. T'sais, je me dis, si on peut encore enlever les fax, ça peut... c'est un drôle de parallèle à faire, mais je me dis, si ça leur prend tant de temps de changer ça, avant de changer des trucs comme ça qui sont très ancrés, qui ont été comme ça, tu sais, que les dossiers, tu peux juste cocher féminin, masculin. Là, ils n'ont pas le choix parce que la RAMQ a intégré le genre X. Là, ils ont pas le choix de changer. Mais, tu sais, on s'entend que ça descend de la RAMQ, puis que ça descend pas d'une initiative quelconque d'un dirigeant, d'un CIS ou peu importe, tu sais. Fait que, tu sais, là, ils ont été obligés de s'adapter à ça, mais nos logiciels sont pas encore adaptés à ça, là. C'est encore juste, mettons, féminin, masculin, exemple. En terminant, Oui. si tu étais directrice responsable de ton service, quelles seraient tes premières actions pour améliorer les choses sur ton département? C'est une grosse question. C'est dur de me projeter Il y a des choix à faire. Oui, il y a des choix à faire. Uniformiser les moyens de communication, ça serait vraiment une grosse... Euh, tu sais, que tout le monde se communique, soit par courriel, soit par Teams. Pas les quatre en même temps, pas le téléphone à travers ça. Ça mêle tout le monde, ça mélange tout le monde. Juste ça c'est une grande perte de temps. Le nombre de procédures qu'il y a pour telle situation spécifique, c'est dur de s'y retrouver. Les outils qu'on a sont pas tout à fait adaptés à notre réalité souvent. Il y a beaucoup de travail à faire. Puis, sincèrement, je me souhaiterais pas d'être directrice de mon service. Non, mais tu as été sur le terrain, donc Oui. tu connais les Je besoins. peux facilement nommer beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. Ben, je te remercie beaucoup, Charlie, d'avoir été avec nous. Merci à toi de m'avoir accueilli. C'était très intéressant. Le réseau de la santé, c'est pas juste des soignants avec leurs patients. C'est aussi une armée de gens qu'on voit pas, mais sans qui rien fonctionne. Leurs conditions de travail influencent et accompagnent chaque geste médical, chaque soin, chaque délai. Le travail des agentes administratives devrait pas être une épreuve de ninja. Ça devrait être un lubrifiant qui facilite le fonctionnement du système. C'est pas une question de bureaucratie contre soins, c'est une question de cohérence.
si on veut un réseau qui soigne mieux, ça prend aussi un réseau qui s'administre mieux. Merci d'avoir écouté. On se retrouve dans un prochain épisode. Réseau Enfer, découvrez le vrai visage du réseau.